Deuxième séance sur le langage Python. Aujourd'hui, maintenant que vous avez installé tout votre matériel, c'est-à-dire vous avez votre petit éditeur de code, que votre interpréteur Python est bien installé et fonctionnel, vous allez pouvoir créer votre premier programme et faire vos premiers pas avec le Python. On va, pour Windows en tout cas, vérifier une petite chose. Vous allez aller dans votre panneau de configuration, dans les options des dossiers. Alors sur GNU Linux, Mac, etc., il n'y aura pas de souci, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous vérifiez quoi que ce soit, tout va être fonctionnel. Mais sur Windows, dans vos options de dossier, l'onglet affichage, vérifiez que la ligne masquer les extensions des fichiers dont le type est connu est bien décochée. Ne la cochez surtout pas, ça va être utile pour la suite. Voilà, vous appliquez, vous faites OK et vous n'aurez pas de soucis. C'est valable pour les autres formations d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez sans problème faire des changements d'extension sur vos fichiers parce qu'elles seront affichées. On va maintenant créer notre fichier et on va pouvoir comme ça travailler dessus. On va faire un document texte. Vous voyez qu'il affiche .txt puisque j'affiche les extensions. On va l'appeler script. Et l'extension d'un fichier en Python, c'est py, donc pi. Voilà. Vous avez votre script. On va l'ouvrir avec un éditeur de code, tout simplement. Hop. Et on va ouvrir un invite de commande. Donc le terminal, le shell, votre invite de commande, peu importe votre OS. Voilà. Comme ça, il est ouvert par défaut. On va tester directement une première chose. Vous allez pouvoir faire... On va voir 3 points dans cette vidéo. La première chose, c'est l'encodage. Qu'est-ce que c'est l'encodage? C'est ce qui va gérer les caractères affichés au niveau de votre programme, au niveau de votre logiciel, au niveau de tout ça. Même l'éditeur de code ici utilise un certain encodage, d'ailleurs qui est marqué, alors on le verra pas ici, non il n'est pas marqué parce que j'ai rien dans mon fichier, mais normalement quand j'ai commencé à écrire quelque chose, il peut le noter. Dans tous les cas, ça va gérer les caractères. En informatique, en programmation, il est recommandé d'utiliser l'Unicode, donc d'utiliser notamment l'encodage UTF-8. L'UTF-8, son gros avantage, c'est qu'il va gérer toutes les langues du monde. Vous allez pouvoir afficher du chinois, de l'arabe, du russe, tous les autres alphabets d'une autre, et pouvoir afficher surtout les caractères accentués, puisque les langues comme l'anglais n'ont pas d'accent, ce qui fait que les encodages souvent mis par défaut ne les gèrent pas, donc vous ne pourriez pas afficher des accents dans le terminal ou dans votre invite de commande. Du coup, nous, on va vérifier l'encodage, donc on va mettre un dièse, on va mettre le mot coding, 2 points, et on va mettre UTF-8. Voilà, vous mettez cette ligne-là en début de fichier, toujours au début de votre fichier, vous êtes tranquille. Petite information, depuis la version 3.0 de Python, l'encodage par défaut est UTF-8. Il a été mis directement sur celui-là parce qu'on recommande de l'utiliser. Par contre, si vous utilisiez une version antérieure, il ne le serait pas. Donc moi je recommande quand même sur une version au-dessus de la 3, de mettre cette ligne-là, comme ça vous êtes toujours sûr de travailler sur le bon encodage. Je recommande encore une fois de suivre cette formation puisque c'est ce que je vais faire avec Python 3. quelque chose. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rester sur une version 2. quelque chose, faites-le. Mais comme vous êtes, je suppose que vous êtes vous êtes débutant en ce langage, vous venez pour l'apprendre, prenez directement la version supérieure à la 3. Comme ça vous êtes tranquille, vous apprendrez exactement la même chose et tout fonctionnera, vous n'aurez pas de problème. Donc on met cette ligne là, comme ça on définit bien l'encodage UTF-8, on est sûr de nous, il n'y a pas de problème, c'est une sécurité en plus tout simplement. Maintenant, on va voir comment afficher quelque chose à notre écran, parce que c'est vraiment la première chose que l'on peut faire. On va taper le mot print, qui est une fonction en Python, on en parlera plus tard, on verra ce que c'est une fonction, donc pour le moment c'est le grand mystère, c'est la petite surprise. Vous ouvrez et vous fermez des parenthèses comme ça, donc vous voyez, ça vous fait votre petite bulle. Des doubles cotes, alors ça c'est important, les doubles cotes, c'est pour du texte, voilà. À partir du moment où il y a du texte, il faut ce genre de symbole, ou alors des simples cotes. Et vous verrez que les simples codes vont être embêtants. On va commencer par les simples. Voilà. On va mettre ça. Voilà, bonjour tout le monde. On va tester, donc on va exécuter notre programme pour voir un peu votre premier programme en Python. Là, vous voyez que mon fichier, je l'ai créé sur le bureau. Il faut dans votre terminal que vous soyez dans le répertoire où se trouve votre fichier, sinon ça ne marchera pas. Si vous essayez de l'exécuter, le fichier ne sera pas trouvable, il vous mettra no such file or directory, ce genre de choses, ou alors fichier introuvable. On va donc taper la commande CD, que vous soyez sur Windows ou Linux, Mac, c'est la même, et vous tapez le chemin vers votre bureau. Sur Windows, il suffit juste de taper desktop. Voilà. Et là, si je fais un petit dire pour info, donc c'est ls sur GNU Linux ou Mac, pour lister les fichiers, vous voyez que script.py est bien présent. Donc on va pouvoir travailler dessus. Voilà. On appelle la commande Python. Rappelez-vous qu'il fonctionnait dans la vidéo précédente, puisqu'elle a été ajoutée à la variable d'environnement pass. Donc on n'a pas besoin de taper tout le chemin vers Python, comme il a été installé dans les programmes files ou je ne sais quoi. Et il attend, éventuellement, pour ne pas lancer l'interpréteur, un nom de fichier. Donc script.py, vous faites entrer,
Et voilà, vous exécutez maintenant votre premier programme Python. Alors ça paraît peut-être pas grand chose, mais si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez tout ce que vous avez installé a été bien installé, que tout fonctionne et que vous allez pouvoir suivre cette formation. Donc c'est vraiment une très bonne chose, c'est que tout fonctionne, vous n'allez pas être embêté, donc voilà. On va voir une petite particularité au niveau des simples cotes. Maintenant que vous savez faire ça, je vous avais dit que c'était pas forcément le plus conseillé. Pourquoi? Parce que si je veux mettre, je sais pas moi, allez, je sais pas pourquoi je mets cette phrase, l'envers du décor, vous voyez que là, alors je vais mettre les simples cotes à la fin, il y a un souci de couleur. Déjà les éditeurs de code identifient le problème, on voit qu'il y a un changement de couleur puisque mon apostrophe est une simple cote. Donc pour lui la fin de la chaîne, elle est ici. Donc ça c'est la chaîne et ça ce n'est plus une chaîne et du coup il y a un symbole qui traîne. D'ailleurs, si j'essaye de réexécuter mon programme, ça ne fonctionne pas. Il me met qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc passons. Pour éviter ce genre d'erreur, on peut mettre un anti-slash, donc ce symbole-là, un slash inverse en fait, un anti-slash, devant l'apostrophe à ignorer. C'est-à-dire qu'il va la prendre comme une apostrophe. Du coup, là, on résout le problème et on peut afficher, vous voyez, l'envers du décor, ça fonctionne sans problème. Alors, pour éviter forcément de faire ça à chaque fois, puisque c'est un petit peu contraignant, je vous recommande, quand c'est vraiment possible, d'afficher votre texte avec des doubles cotes. Comme ça, vous voyez, hop, voilà, on peut mettre des simples cotes tout le temps, ça fonctionnera, pas besoin de mettre d'anti-slash, il n'y aura aucun souci. Donc ça, c'est la petite astuce au niveau du print. Vous pouvez afficher du texte avec des doubles cotes ou des simples, mais préférez, dans la mesure du possible, les doubles. Comme ça, vous n'aurez aucun souci avec les apostrophes dans votre texte, surtout qu'on en a beaucoup dans notre langue, donc c'est très vite galère. Après, sinon, on passe notre temps à mettre des anti-slash partout. Voilà, vous savez utiliser la fonction pour afficher quelque chose à l'écran, donc n'importe quoi, notamment ici du texte. On verra comment afficher autre chose, on verra comment l'utiliser un petit peu plus, de manière un petit peu plus complète cette fonction-là par la suite, mais pour le moment, on va se contenter de ça. On va rester sur de l'affichage de texte pur et dur, et sans compliquer les choses, vous pouvez le faire. Si vous mettez un deuxième print, ici, donc je le mets en dessous, comme je vous avais dit, le Python est un langage interprété, l'interpréteur va exécuter les lignes une à une, donc les instructions une par une, et vous voyez qu'il les affiche une à la ligne à chaque fois. Donc il suit bien comme ça l'ordre du programme. Alors attention, si vous faites un print ici, on est en fait un saut de ligne. Ça c'est la petite question piège. Vous voyez qu'il n'a pas fait un saut de ligne. Il ne prend pas en compte les blancs comme ça, les espaces dans votre programme. Ça c'est pour vous, pour prendre l'habitude de bien aérer un code, que tout ne soit pas forcément tout serré, de ne pas hésiter comme ça à bien présenter votre code, que ce soit plus lisible. Donc pour lui, voilà, c'est comme si vous aviez fait ça, ça ne change strictement rien. Mais c'est important de le noter. Vous voyez donc que le print, la fonction print à chaque fois passe à la ligne. Quand vous avez terminé comme ça d'afficher votre texte, ça passe à la ligne automatiquement. Ça c'est une possibilité. Alors, ce que je viens de vous montrer ici, c'est ce qui fonctionne avec Python 3. quelque chose. Si par exemple vous étiez sur l'ancienne version de Python, donc une version 2.x, etc., le print s'affichait comme ceci. On n'avait pas les parenthèses, on mettait directement le texte comme ça. Voilà. Donc je le montre, pourquoi je montre un petit peu ce qui est avec Python inférieur à la version 3, parce que vous pourriez un jour modifier un programme ou tout simplement ouvrir un projet en Python qui a été fait dans une version 2. quelque chose et trouver ce genre de ligne. Donc pour que vous puissiez comprendre, bah oui, que effectivement, c'est pas qu'il y a eu une erreur, que la personne a mal programmé. Non, c'est fonctionnel, mais c'est juste que c'est une ancienne version de Python. Voilà. C'est pour ça que je vous avais dit qu'ils ont gardé les deux versions différentes, puisque vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. On n'a pas de parenthèse dans l'un et dans l'autre si, donc automatiquement, là l'interpréteur, si je tente d'exécuter, voilà. Il voit qu'il manque les parenthèses, il vous le dit. En plus, un missing parentheses in call to print. Donc directement, il repère qu'il manque les parenthèses parce que je suis en Python 3.5 et du coup, bah lui, voilà, ça lui plaît pas du tout. Il y a eu ce changement-là, ça ce n'est plus compatible. Donc vraiment, évitez cette syntaxe. Travaillez sur Python 3. Vous serez comme ça plus à jour au niveau du projet Python, donc au niveau du langage, et vous verrez que vous aurez des fonctionnalités en plus également qui n'étaient pas disponibles avec Python 2.x, puisque cette mise à jour a été faite justement pour apporter un contenu supplémentaire. Voilà. Ça c'est pour l'affichage. Je vais vous montrer également deux petits caractères très intéressants. Donc, notamment, avant de parler des caractères, une autre chose qu'on peut faire dans un fichier Python, qu'on peut faire d'ailleurs dans les autres langages de programmation, c'est qu'il y a des moments où on a besoin de décrire son code, on a besoin de l'expliquer, on a besoin de montrer aux développeurs, bah tiens, à quoi sert ça, ou nous tout simplement, parce que si on reprend un code plusieurs mois après, d'avoir des notes, pouvoir prendre des notes. On va donc mettre des commentaires. Un commentaire dans le fichier, il va tout simplement être ignoré par Python.
l'interpréteur ne le lira pas. Il va voir que c'est un commentaire grâce à certains symboles, il va passer à côté et il va continuer l'exécution du programme sur la suite. Pour afficher un commentaire d'une seule ligne, vous mettez un dièse. Voilà. Donc oui, c'est comme la ligne de l'encodage, sauf que là, exceptionnellement, Python, quand il va analyser cette ligne, qui va voir que c'est marqué coding TF8, il va la prendre en compte. En plus, on l'a mis tout en haut du fichier pour voir qu'on définit l'encodage à UTF-8. C'est la petite exception. En revanche, pour ça, voilà, pour lui, c'est un commentaire, ça, il va l'ignorer. Alors, dans certains cas, on peut retrouver aussi, alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Je crois même qu'il y a une majuscule, oui, mais je ne suis pas sûr que ça change, hein, que ça ne prend pas en compte la casse, il me semble. Voilà. Donc là, vous pouvez retrouver des fois l'encodage spécifié de cette manière-là, d'accord? Donc c'est simplement qu'elle est un petit peu plus complexe, vous voyez, on ne sait pas trop du coup hein, comment il faut faire dans quel ordre sont les caractères, s'il y a des majuscules ou quoi. Donc la version plus raccourcie, c'est celle que je vous donne. Donc gardez cette version-là, hein, comme ça, pas de problème. Vous êtes tranquille, et comme ça, voilà, pas d'erreur au niveau du programme. Donc pour en revenir aux commentaires, là vous avez un commentaire d'une seule ligne, donc on met un dièse et on écrit un commentaire d'une seule ligne, on ne va pas à l'autre, sinon vous voyez qu'il change de couleur puisque ce n'est plus un commentaire, c'est considéré vraiment comme du code que Python doit prendre en compte. Et si jamais vous avez besoin d'afficher un gros commentaire de plusieurs lignes, vous êtes bavard, vous mettez des doubles cotes et 3. Voilà, donc le début, vous tapez votre commentaire, donc votre commentaire sur, décidément j'ai du mal parce que avec le micro devant, plusieurs lignes, et puis voilà, vous terminez comme ça encore une fois avec 3 doubles cotes. Donc on entoure en fait le commentaire comme ça de 3 doubles cotes, comme ça il est identifié par Python sans problème et il est ignoré. On peut du coup faire en plus hein, des petites mises en page. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, test d'affichage avec print, et voilà, comme ça on peut avoir des commentaires sur plusieurs lignes, si on veut même sur une seule, hein. Vous pouvez mettre un commentaire sur une seule avec les doubles cotes en 3 fois. Ça fonctionne, évidemment, ça pose pas de problème. Mais là, du coup, je peux écrire plein de choses. Hein. Voilà pour les commentaires. Comme ça, vous savez faire des commentaires sur une seule ligne, sur plusieurs. Donc, on aura l'occasion d'en faire assez souvent hein, dans nos programmes. Hein. Vous verrez que c'est très utile pour pouvoir se repérer, pour mettre des notes, pour expliquer à quoi sert, comme on verra plus tard, les fonctions, etc. Ça nous aidera beaucoup et ça aide les développeurs. Ça permet de documenter son code et vous verrez par la suite, par rapport à ce que vous apprendrez, que c'est juste indispensable. Une dernière chose, donc je voulais revenir sur les caractères là, hein, du print, j'avais même dit que je faisais les commentaires du coup avant, sur deux petites choses, deux petites astuces à connaître au niveau de l'affichage, c'est que, admettons, moi je veux pouvoir passer à la ligne ici, à cet endroit-là. Alors je vais enlever le print, hein. On va refaire une exécution pour montrer, par défaut ça donne ça, la phrase complète. Moi je veux pouvoir passer la ligne après l'envers, donc on peut utiliser ce symbole-là, anti/n. C'est ce qu'on retrouve dans le langage C notamment, le langage C++, hein, ça fonctionne aussi, ou dans d'autres langages de programmation. C'est pour new line, pardon, donc c'est pour passer à la ligne. Donc là, si j'exécute mon programme, je vais passer à la ligne après l'envers. Donc si vous avez besoin de le faire en plein milieu du print ou n'importe où, vous mettez ce symbole-là, d'ailleurs il est mis sur une couleur sur mon éditeur, et ça va passer à la ligne directement après. Et ça prend en compte les espaces, attention, hein. Ça c'est pareil, je tiens à le préciser, en programmation, un espace est un caractère. Ne pensez pas que comme vous ne voyez rien à l'écran, au niveau de la programmation, ce n'est rien. Il a effectivement bien été pris en compte cet espace. D'ailleurs, si je faisais ça, voilà. Là, en faisant ça, vous ne le voyez pas, mais en fait, ici, il y a un espace qui s'affiche après l'envers, alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas. Donc vraiment, c'est important. Hein. Les espaces blancs, ce qu'on appelle les espaces blancs, sont pris en compte en informatique. Hein. Très important. Donc ça, c'est pour passer à la ligne. Et si on veut faire une tabulation, donc là, je refais un affichage normal. On va effacer, voilà. Une tabulation, c'est un retrait, un alinéa. Vous faites la même chose, sauf que d'avoir un N, vous faites un T pour tabulation. Voilà. Et là, vous voyez, le texte, il se fait qu'un alinéa. Donc ça peut être pratique des fois pour présenter des choses, pour mettre en page si on veut faire quelque chose comme ça dans le terminal. Donc je vous recommande de les connaître, ces deux-là. L'anti/n pour le passage à la ligne et l'anti/t pour la tabulation. Ça pourrait vous servir. Eh bien écoutez, on a vu un petit peu, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à voir pour commencer. Vous savez maintenant afficher du texte en dur avec la fonction print, on verra qu'on peut faire d'autres petites choses par la suite. Vous savez définir l'encodage de vos fichiers, histoire d'être tranquille, c'est une sécurité supplémentaire, et vous savez laisser des commentaires donc sur vos fichiers.
pour pouvoir tout simplement documenter votre code. Donc ça vous sert pas pour le moment, mais ça vous servira par la suite. Donc je tenais à vous l'expliquer maintenant puisque c'est vraiment très basique, très compréhensible pour tout le monde, et comme ça vous aurez les bonnes habitudes dès le début. On va pouvoir s'arrêter là, on va pas en voir d'autres choses pour le moment, on attendra la prochaine vidéo où nous allons parler des variables. Donc c'est une notion qui est la plus importante de toute la formation. Elle est très simple à comprendre, c'est pas le problème, et vous verrez que ça fait vraiment tout le langage, et ça permet comme ça de travailler sur des données. On va pouvoir comme ça stocker des informations et les utiliser à notre convenance et les exploiter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la séance numéro 3, et bon apprentissage et bonne continuation.